EHPAD. Oui, par Monsieur Grégoire et Madame Salah, ergothérapeute, sur Saint-Jean-des-Olières. Oui, bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bien, je vais d'abord vous parler un peu de l'établissement et puis de comment nous sommes arrivés à nous questionner sur la personnalisation de l'accompagnement. D'abord, vous dire quelques généralités sur l'établissement. C'est un établissement de taille modeste, euh, par sa taille, mais pas par ses talents à l'intérieur. Mais en tout cas, par sa taille, c'est un établissement modeste, 57 lits, euh, avec un niveau de lourdeur des résidents qui est quand même assez élevé, puisqu'on a un GMP de 805, et ça c'est assez constant. D'ailleurs, on a un petit peu baissé. Et euh, on a la chance dans cet établissement, depuis très longtemps, d'avoir cette capacité à une certaine interdisciplinarité. Voilà, eu égard à la taille, c'est quand même pas si fréquent de pouvoir compter à la fois sur des capacités, des compétences d'ergothérapeute, de psychologue, de diététicienne, d'éducateur APA, d'AMP, qu'on utilise vraiment comme des AMP. Donc voilà, c'est quand même la petite plus-value dans cette EHPAD. Bon, Saint-Jean-des-Olières, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître, c'est dans la c'est dans le parc naturel régional du Livradois-Forez, un charmant petit village à 700 mètres d'altitude, avec un bassin d'attraction qui est très local. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à nous interroger sur le projet personnalisé? C'est que il se trouve que moi j'ai pris la direction de cet établissement en 2015 et je viens de la déficience sensorielle. Voilà, je dirige toujours des établissements en déficience visuelle sur Clermont. Et moi, je me suis rendu compte assez rapidement que l'exigence qu'on avait dans le champ du handicap par rapport au projet personnalisé n'était pas portée de la même manière dans le champ de la géronto, enfin, dans le champ des EHPAD, plus exactement. Donc, j'ai fait ce constat que le projet personnalisé qu'on avait sur la Villa Saint-Jean, il avait déjà ce mérite d'exister, et ça, j'en suis toujours reconnaissant, parce qu'on n'est pas parti de non plus une feuille blanche, mais en tout cas, on est parti d'un modèle de projet personnalisé qui était vraiment basé sur des interprétations de bilan. Pas de problème, l'histoire de vie, elle était là. On l'a retrouvée dans tous les projets personnalisés. Et d'ailleurs, faut le signaler aussi, la plupart des résidents étaient bien évalués et leurs projets personnalisés étaient bien rédigés. Mais en revanche, il manquait comme une étape décisive entre l'interprétation des bilans et les actions mises en place. Alors, je laisserai bien sûr, on laissera la présentation pour ceux qui pourront la retrouver je pense sur le site. Euh, ce qu'il faut en retenir, c'est que euh, de l'interprétation des bilans, on débouchait sur une typologie d'action qui était d'abord basée sur le médical et le soin, et ensuite, on arrivait en toute fin, à la fin d'un long déroulé, sur l'animation et la vie sociale. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que finalement, ce que la personne allait pouvoir faire dans l'établissement, à partir du moment où elle y rentrait, c'était presque optionnel. Voilà. Alors, je ne veux pas non plus trop caricaturer, hein, ça ne veut pas dire que l'établissement était maltraitant pour autant, loin s'en faut. Mais en tout cas, dans la présentation du projet personnalisé, il y avait comme quelque chose qui était frappant. Ce que ça nous a fait dire, c'est quelle reconnaissance de la personne dans un projet personnalisé qui est présenté comme ça. On a l'impression que le résident, c'est plus un objet de soin qu'un sujet avec des attentes, des désirs, que ça donne à l'EHPAD un goût de service de gériatrie où on répare. Or, certes, on peut réparer, mais on ne fait pas que ça, heureusement. Que les prestations type animation étaient vraiment optionnelles. Et puis,
avec un faible degré de personnalisation finalement, parce qu'il fallait s'intégrer dans tel ou tel atelier. Et de fait, ça faisait réaliser un tri dans nos résidents entre ceux qui peuvent faire des activités, des ateliers et ceux qui ne peuvent pas. Et finalement, c'est le résident qui doit se conformer à l'organisation de l'EHPAD et pas l'inverse. Donc c'est un peu de ce constat qu'on est parti pour essayer de rebâtir quelque chose. En essayant de passer d'une logique de la prise en charge de la personne à l'accompagnement de la personne. Ça, c'est une slide qui vient d'une présentation de consultants, Ghislaine Sanson-Saunier et Pierre-Paul Lachapelle, qui nous ont accompagnés dans ce projet, moi, depuis longtemps sur la déficience visuelle et depuis maintenant 4 ans sur l'EHPAD, 2 consultants québécois. Donc, je sais que Ghislaine est en ligne aujourd'hui, elle nous regarde, donc j'espère qu'elle interviendra. Mais en tout cas, le vrai changement de paradigme, il est là, hein, il est matérialisé par ça. Là, vraiment, juste pour compléter, on peut dire qu'on était un petit peu dans la deuxième version, c'est-à-dire on était centré sur la personne, on proposait des choses et elle devait, ou en tout cas dans le meilleur des cas, s'y adapter. Et on essaye aujourd'hui de passer dans la troisième, c'est-à-dire qu'on est comme si on était tous assis autour de la table en fait. Le résident, la famille et les soignants. On travaille ensemble. Alors, l'outil dont on s'est servi, ça s'appelle le Passpar. Je mettrai, il y a quelques références bibliographiques en fin de présentation. Ça veut dire processus d'accomplissement social de soi par l'adaptation et la réadaptation. C'est un cadre conceptuel qui est vraiment une co-construction franco-québécoise. Hein, pour le coup, on n'est pas venu calquer un outil, c'est un outil qu'on a co-construit avec nos collègues depuis une dizaine d'années et qui cible l'autodétermination de la personne en tenant compte des ressources de son milieu et à la fois de ses capacités à faire. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment travailler, en fait. C'est-à-dire qu'une personne, elle a toujours des capacités qui vont déterminer ses comportements et toutes ses activités à venir. Et c'est en fait matérialisé par des compétences. Alors, des compétences vues ici au plan biopsychosocial, on va les détailler bien évidemment. C'est ça un peu le cœur de notre projet, pouvoir aller rechercher ces compétences, les caractériser et s'appuyer dessus pour construire le projet de chaque personne. En fait, on a 3 types de compétences. On a des compétences qui sont, on appelle des habiletés, ce sont des aptitudes qui sont acquises, qui permettent d'établir un rapport et de s'ajuster à l'environnement. C'est ce qui va déterminer notre rapport avec l'autre, notre rapport avec l'environnement. Un deuxième type de compétences, c'est les habitudes de vie. Ça, ce sont des aptitudes acquises qui permettent de s'organiser dans la vie et d'être en autonomie. Donc là, c'est vraiment le registre de l'autonomie, les habitudes de vie. Et puis un troisième type de compétences qui est souvent plus difficile à rechercher, mais qui existe, sont les aptitudes acquises qui permettent de prendre sa place dans la société. C'est ce qui va déterminer notre participation sociale dans notre vie de citoyen, dans notre vie sociale, économique, civique. En résumé, les 3 types de compétences se caractérisent de cette façon-là, c'est-à-dire les habiletés, c'est comment je fonctionne. Ça parle plus souvent aux médicaux et paramédicaux d'ailleurs, ce type d'habileté. Les habitudes de vie, c'est comment je m'organise. Et les rôles, c'est comment je participe. On a 25 compétences dans ce cadre conceptuel du Passpar, qui sont donc issues de travaux qui portaient d'abord sur le champ sensoriel et le champ du handicap, et qu'on a réadapté, enrichi de nos réflexions sur le champ gérontologique. Mais en tout cas, on retrouve bien ces 25 compétences. Alors, la colonne de gauche sont les habiletés, la colonne centrale, c'est les habitudes de vie et les rôles. Alors, en fait, dans chaque projet personnalisé, on va aller creuser parmi ces 25 compétences, pas les 25, parce que ça, c'est rigoureusement impossible, mais on va aller chercher
parmi ces compétences, celles sur lesquelles il est utile, opportun et sur lesquelles aussi le résident a des attentes ou son entourage a des attentes pour aller les maintenir ou les renforcer. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle le MIC, mon inventaire de compétences. Justement, voilà, pour aller creuser dans tous ces domaines, on utilise le MIC. Concrètement, c'est un questionnaire simple, facile d'accès qu'on propose aux résidents. C'est une auto-présentation, en fait. C'est vraiment là où on a insisté, c'est pas un bilan. En fait, on nous aurait donné ce questionnaire au début sans nous expliquer ce que c'était le MIC, on l'aurait utilisé comme un bilan, en cherchant ce qui allait pas, ce qui ne fonctionnait pas. Alors que là, on le confie à la personne qui le remplit seule ou à sa famille si la personne n'est pas en état de le remplir seule. C'est un support d'échange, c'est-à-dire que quand la personne l'a rempli, après on va à la rencontre de cette personne pour revoir avec elle ce qu'elle a voulu dire, pour ne pas être dans l'interprétation justement. Ce document, ce mix, ce questionnaire appartient à la personne, c'est-à-dire qu'à la fin on peut même le récupérer. C'est un élément tiers, c'est-à-dire qu'on se rend compte en le pratiquant que ça contient la personne, ses contenants, et ça met à distance. Alors pour le proche, peut-être plus la difficulté, la maladie de son conjoint ou de son parent, mais pour eux aussi, ça les dégage de ce qu'ils vivent et ça les aide à répondre aux questions. À travers ce MIC, on va voir apparaître des attentes et des besoins, mais aussi des envies, des désirs, des valeurs, des représentations et des croyances. En fait, tout ça, on se rend compte que ça apparaît au cours de la rencontre quand on en discute avec eux. Et ça va faire émerger donc des besoins parfois plus implicites qu'ils n'auraient pas énoncés si on n'était pas passé par cet outil. Donc justement, on a un peu précisé qu'est-ce que c'était faire émerger les représentations et les croyances, donc en se basant sur des exemples. Souvent, on entend il m'est impossible de faire telle ou telle chose maintenant que je suis là en collectivité, comme si des besoins étaient laissés de côté parce qu'ils rentraient en EHPAD. Du coup, ça nous a fait réfléchir sur la collectivité empêcherait de continuer à faire comme on faisait à la maison ou comme on faisait avant. Donc, une intériorisation des besoins. Et donc, dans des exemples, ce qu'on entend souvent, c'est j'aimerais manger dans ma chambre, mais c'est pas possible puisqu'il faut aller manger à la salle à manger. Ah bon, je peux amener des meubles de chez moi, mais moi je croyais que c'est vrai, quand ils arrivent, il y a le lit, la table de nuit, le bureau, voilà. Mais en fait, ils peuvent investir leur chambre. Accrocher des tableaux, ça va jusque-là. Est-ce qu'on a le droit de faire des trous dans les murs? Et puis, un peu plus poussé, est-ce que je peux continuer à bricoler? Voilà. Ça, ce ne sont pas des choses qu'ils vont nous demander parce qu'ils savent qu'a priori, ce n'est pas possible dans leur représentation. Mais à travers le questionnaire, vous aimez bricoler, mais ce serait peut-être possible de continuer. Ça fait émerger d'autres besoins. Oui, là, c'est la manière dont on a dû réadapter la grille des 25 compétences pour le grand âge. Donc, on a deux tranches d'âge, en fait, c'est les seniors, les 60-75 ans, le MIC G et le MIC H pour les plus de 75 ans. Pourquoi ces lettres? Parce qu'en fait, avant, on a les MIC A, B, C, D, E, F, qui correspondent aux tranches d'âge de la naissance jusqu'à l'âge adulte. On intègre en fait ce projet-là dans un ensemble de MIC qui sont sur un site dédié. J'ai mis le lien à la fin de la présentation, vous pourrez aller voir. Alors évidemment, c'est une plateforme sur... Oui, c'est bon, parfait. Je pense. Il faut donc, oui, c'est sur abonnement. Et dans un premier temps, nous, on est sur une expérimentation. Donc, pour l'instant, ce MIC, on l'utilise totalement librement et on le développe librement. On avait même déjà quelques établissements autour de nous qui étaient à un moment un peu intéressés. Après, qu'on était sur d'autres pistes, mais en tout cas, nous, on est toujours en recherche d'établissements qui voudraient tester in vivo le MIC H, puisque c'est de plus de celui-là qu'on va parler, en version résident. Il y a une version domicile et une version résident. Alors, on va parler un petit peu de ce que fait le MIC. Donc pareil, on a essayé de résumer un petit peu. C'est difficile de résumer tout ce qui tourne autour de ce projet. On y a longuement travaillé.
Mais en gros, le MIC aide la personne déjà à parler d'elle-même. Alors, elle va nous apporter. Alors, j'ai mis oui, personne et son proche, parce que donc on est bien clair, on va questionner le résident quand il peut répondre, et le proche, quelqu'un de sa famille ou pas, d'ailleurs, un ami, en tout cas un proche, pour parler d'elle. Donc, on va avoir des éléments du passé. Donc, c'est une antériorité qu'on n'a pas, une histoire de vie, mais aussi des choses qui ont parfois laissé une empreinte, qui peuvent ne pas paraître importantes, mais qui ont laissé une empreinte. L'exemple d'un résident à qui on demandait qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie. J'étais chercheur dans le nucléaire. Quand on a demandé à son fils, il dit pensez-vous, c'est de ça. Il a fait 1 an dans sa vie. Sauf que lui il se présente comme ça. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose pour lui qui est important et auquel il faut prêter attention. Et on aura des éléments actuels, récents. Voilà, comment il était juste à son entrée. Voilà. Faut penser que c'était un livret qui fait une quarantaine de pages, je crois. La personne a tout le temps pour le parcourir, le lire et ensuite répondre à chaque page aux questions qui lui sont posées. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qui va favoriser une relation de confiance, c'est déjà l'outil qui est construit avec des questions qui vont de plus en plus vers l'intime. Les rôles arrivent à la fin, donc les rôles justement compagnons, familiaux, on est vraiment dans l'intime, et ça arrive à la fin, on commence par les habiletés, motricité globale, motricité fine, voilà, on va vraiment vers l'intime. Et il y aura la rencontre d'échange qui est donc le MIC est rempli par le résident, et après donc il y a un soignant ou 2 soignants, mais en tout cas qui ont été formés au MIC, qui viennent rencontrer la personne autour de ce questionnaire. Donc là, ça crée un temps privilégié pour la personne. Ça la sort de la collectivité, ça lui donne vraiment une identité à part entière à ce moment-là. Et une liberté de parole, justement, qui est favorisée par notre écoute en face. On doit être le plus neutre possible, en fait. Voilà. On lui pose des questions, mais on ne doit pas être dans l'interprétation ni le jugement. Et voilà. Donc ça favorise une première rencontre plutôt qui va vers la confiance. Et d'ailleurs, oui, il y a 2 personnes qui ont dit, voilà, une qui à la fin du MIC me dit, je crois que maintenant vous êtes la personne qui en sait le plus sur moi, même mes enfants n'en savent pas autant. Et une autre dame au téléphone qui, il n'y a pas très longtemps, me dit, je vous dis quelque chose à vous. Pourquoi moi alors que je la vois moins que les infirmières, mais elle me dit... Au sujet de son mari. Oui, au sujet de son mari, pardon. Qui me dit, je vous le dis parce que je vous fais confiance. En fait, c'est une histoire de... Voilà, on a partagé quelque chose sur l'histoire de mon mari qui fait que je me sens en confiance. Alors ensuite, ça facilite l'identification et la priorisation des besoins. On parlait des représentations tout à l'heure. En fait, on passe de ces représentations, de ces attentes, de tout ce qu'il veut, à un questionnement. Est-ce que j'ai encore des choses à faire ou j'attends de mourir ici? Ou une dame qui me disait, vous savez, j'ai laissé une vie derrière moi. Maintenant, c'est une autre vie. Donc, on voit vraiment que c'est un passage à une autre étape de vie. Voilà, on arrive à ce moment-là. Et à partir de là, on va pouvoir construire quelque chose. Et ce MIC donne du sens et donne l'envie d'agir en fait en mobilisant la personne. Et un résident, quand il a lu son projet de vie à la fin, qu'il avait construit, enfin, il a construit lui-même et nous on l'a juste accompagné à rédiger ce projet. Et ce monsieur à la fin qui dit c'est tout à fait ça, mais comment vous avez fait? En fait, il s'est même pas rendu compte que c'était lui qui l'avait construit avec nous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc faut s'imaginer, ça c'est une page du MIC. Alors ça c'est un MIC G, donc c'est pour la tranche 60-75 ans, en version résident. Donc il y a une version domicile. Ce sont des questionnements simples auxquels la personne répond par un choix d'items. Les items auxquels répond le sujet ou son proche, quand la personne ne peut pas répondre elle-même, sont importants. Mais les 3 lignes de commentaires qui sont sous chaque tableau sont à chaque fois aussi très très importants. Voilà, c'est aussi c'est pas un outil qui est destiné à faire de la statistique. Alors on peut à l'issue de ce travail-là faire un radar où on va sortir effectivement les compétences sur un radar et pouvoir aller chercher dans les compétences qui nous semblent les plus à creuser. Mais pour autant, on peut l'utiliser sans passer par cette étape même de fabrication de radar. La simple co-construction avec le sujet de ses préoccupations et de ses attentes qui émergent à travers ce questionnaire-là sont déjà suffisamment riches. Là, on est sur une autre page qui concerne
les déplacements dans son milieu de vie d'un résident. Donc, voilà, les questions que l'on pose, je me déplace à l'intérieur de ma chambre, je me déplace à l'intérieur de la résidence. Voilà. C'est aussi en fonction de ça qu'on va voir si la personne a des besoins de mobilité particuliers, sujet qu'on n'interrogerait pas forcément dans un cadre normal. Alors là, c'est le cas de Monsieur R. Voilà, on a mis 2-3 pages pour montrer un petit peu plusieurs choses qu'on a dites avant. Dans cette page-là, en fait, elle a été choisie notamment parce que la personne, donc c'est l'épouse qui a rempli pour le résident. Et on voit à travers sa façon de coter qu'elle s'est appropriée en fait l'objet. Il y a des moments, il y a des croix très, très claires. D'autres moments, il y a des demi-croix qui sont même coupées. À des moments, il y a des points d'interrogation. Elle utilise la place des commentaires pour s'exprimer. Et c'est là qu'on se rend compte que le MIC tout seul, on peut rien en faire en fait. Quand j'ai récupéré ce document, je me suis dit il faut la rencontrer déjà pour qu'elle explique ne serait-ce que qu'est-ce qu'elle a voulu dire par sa façon de coter. Voilà. Et après, du coup, c'était très clair quand elle l'a expliqué. Notamment, quand les croix étaient fermes, c'était que ça, elle pouvait répondre. Quand c'était à moitié ou point d'interrogation, très souvent, c'était là, je ne suis pas à sa place, je ne sais pas ce qu'il aurait répondu. Donc, point d'interrogation, elle n'a pas pris le droit de répondre à sa place. Et les demi, c'est je le connais et je pense que c'est ça. Voilà, en gros. Les habitudes de vie. Alors oui, là, c'était pour montrer qu'en fait, il y a une part, donc c'est ses commentaires à elle, mais quand on la rencontre, après, on peut nous aussi noter des commentaires pour nous aider après à la construction du projet. On appelle la rencontre d'échange. Voilà, la rencontre d'échange. La même chose sur les rôles. Voilà. Et là, c'était le rôle justement de compagnon-compagne. Le projet n'est pas fini d'être construit avec cette personne, mais on sait qu'on va vraiment axer le projet sur leur relation de couple. Voilà. Et elle me dit notamment, pendant 40 ans, nous étions un couple fusionnel. Et elle parle justement du Covid qui a cassé ce lien et elle se demande comment ce lien va se renouer. Donc on va travailler là-dessus en fait avec ces deux personnes, en partie. Elle n'est pas résidente. On est bien d'accord, c'est lui qui est résident. Donc c'est vrai que ce qu'on peut dire aujourd'hui, en essayant de résumer, c'est que ce MIC va droit au but. En fait, il survole les compétences, comme vous l'avez vu, par 5 questions par compétence. Donc ce que je disais tout à l'heure, on aborde des sujets de plus en plus intimes. La personne retrouve vraiment une individualité, ça on le sent à chaque fois, que ce soit d'ailleurs le résident ou le proche. Et va nous donner des clés. Pour donner un exemple, si par exemple on se base que sur la partie habileté pour ce monsieur, non ça c'est un autre monsieur, c'est monsieur M, si on se base que sur la partie habileté, on pouvait voir qu'il fait allusion à ses pertes d'équilibre, ses difficultés de marche, et donc là on se dit bah tiens, kiné, on lui parle un peu du kiné, tout ça, vous avez de la kiné, pas, je refuse, je veux pas de kiné. Et puis on avance un petit peu plus loin quand on le rencontre autour du MIC, et puis il nous explique qu'il est là parce que sa femme est là, par contre il n'est pas au même étage et qu'il aimerait bien descendre la voir au premier étage, mais sans être dépendant des soignants. Ah ben il va falloir marcher. Ah ben peut-être que oui, comment je vais faire pour marcher? Et hop, là on lui repropose le kiné, et là il accepte. Donc voilà, c'est à travers ce questionnement, il faut aller chercher les choses qui va faire qu'il adhère en fait et qu'il le prend pour lui. J'y vais, vous y allez? Non, j'y vais. Donc ça, c'est le nouveau plan du PPA, après ce long remaniement qui nous a pris quand même 2 années de chantier. L'histoire de vie, ça, on l'a maintenu en l'état, en sachant que c'était quand même de toute façon pertinent de retracer en quelques lignes l'histoire de vie. On l'alimente, cette histoire de vie, de l'inventaire des compétences et des conclusions de la rencontre d'échange. On retranscrit ça sous la forme de besoins, c'est-à-dire à la fois les besoins qui sont repérés par l'équipe au travers des évaluations, des bilans, etc., parce que ça se maintient, et à travers les besoins qui sont exprimés par la personne. Et on se met d'accord sur des besoins, ce nous appelons les besoins convenus. Et c'est sur la base de ces besoins convenus qu'on va bâtir notre série d'objectifs du projet personnalisé d'accompagnement. En disant à chaque fois quels moyens il faut mettre en œuvre pour atteindre l'objectif et qui cela va impliquer. Donc c'est très mobilisateur pour le résident. Ça permet
à la fois pour le résident et pour les professionnels de redonner du sens à l'action. Parce qu'on met la personne en situation d'être capable de faire des choses. Voilà. Et compléter. Oui, et pour moi, voilà, il y a vraiment 3 choses dont on nous avait parlé au début de ce projet qui m'avaient marqué moi personnellement. C'est pour se mobiliser, il faut que faut que ça ait du sens pour nous. La deuxième, il faut qu'on nous donne les moyens de le faire. Et la troisième, qu'on soit valorisé dans ce qu'on a fait. Alors voilà, donc le projet personnalisé d'accompagnement va se décliner en 3 types d'objectifs. Des objectifs généraux, c'est ce que la personne veut. Les objectifs intermédiaires, c'est ce que la personne sera capable de faire. Et des objectifs spécifiques, c'est ce que la personne devra mettre en œuvre pour atteindre l'objectif intermédiaire. Autrement dit, à travers une formulation de projet personnalisé sur cet angle-là, le projet personnalisé, c'est plus le programme d'action des professionnels qu'on avait dans notre première version. Souvenez-vous, on disait avec des verbes à l'infinitif, voilà ce que l'équipe va faire et produire pour le résident. C'est la personne qui se fixe elle-même des objectifs. On va, je ne sais pas si dans le temps on est correct. On peut peut-être faire juste un petit zoom sur les 3 types d'objectifs. Donc, l'objectif général, c'est ce vers quoi tend l'accompagnement. C'est ce qui va nous permettre de dire quels sont les résultats que l'on attend dans ce maintien ou développement des compétences. Donc, on va formuler ça en verbe d'action et c'est bien ce que la personne veut. L'objectif spécifique, c'est l'état ou le comportement à atteindre pour atteindre cet objectif général. Donc ça, c'est un objectif qui est en général observable, mesurable, et c'est là qu'on est dans le joyeux royaume des indicateurs, et il ne faut pas hésiter là sur ce type d'objectif à utiliser des outils de type SMART. Là, c'est celui qu'on a décidé d'explorer. La question à laquelle on répond dans l'objectif intermédiaire, c'est la personne sera capable de faire telle ou telle chose. Et vous voyez les exemples que l'on donne, c'est des actions du quotidien. Il n'y a rien d'abstrait, c'est complètement concret. L'objectif intermédiaire, c'est la même chose, ça, non ? Oui. L'objectif intermédiaire, pardon. Là, c'est les habiletés que la personne devra maintenir ou acquérir, voilà, en prérequis à l'atteinte des objectifs spécifiques. C'est tout type d'habileté, c'est celle que l'on a déclinée tout à l'heure. Et c'est de ces objectifs intermédiaires et de ces habiletés à maintenir ou acquérir que découlent les moyens qui sont mis en œuvre par les professionnels. Et en fait, on s'est rendu compte à la pratique que ce n'est pas seulement par les professionnels, c'est aussi par la personne et par son entourage. Alors voilà un exemple final d'un tableau synthétique de projets personnalisés sur l'EHPAD. Là, on est sur le domaine des habitudes de vie, dans la compétence numéro 8, et l'objectif général, il est formulé ainsi. La personne veut se déplacer librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, également sur son ancien domicile ou sur son entreprise, parce que c'est un monsieur qui avait une entreprise. Et donc, on décline ça en objectifs spécifiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va être capable de faire. Donc, on matérialise finalement cet objectif par des objectifs plus spécifiques. Donc, c'est se déplacer à l'intérieur sans aide humaine, c'est évidemment là qu'est le défi, en utilisant des aides matérielles adaptées. Dans le cas de ce monsieur, c'était là aussi un autre défi. Et se déplacer à l'intérieur avec, non, c'est la même chose, à l'extérieur, pardon, avec une aide matérielle et humaine. Voilà. Et donc, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais vous noterez que, par exemple, sur l'accompagnement psychologique qui était à mettre en œuvre, on faisait intervenir là la personne de confiance. On a un autre exemple ici, sur la première ligne, par exemple, où l'objectif général, c'est de tendre vers un mieux-être psychologique. Là, évidemment, aussi, on peut penser spontanément que c'est le rôle de la psychologue, mais ça va être aussi le rôle de toute l'équipe soignante et de sa famille. Voilà, alors, ça donne des tableaux qui peuvent être un peu
un peu vertigineux comme ça. Mais bon, d'abord, on débute dans ce domaine, donc on ne fait pas trop de tri pour l'instant. La pratique, par exemple, dans le domaine du handicap, c'est plutôt d'être sur un ensemble d'objectifs qui ne dépassent pas 3-4 objectifs généraux. Bon, là, le choix a été fait de ne pas se réfréner, mais ça donne effectivement des tableaux d'objectifs qui sont assez impressionnants, mais qui sont dans un degré de précision que je trouve aujourd'hui vraiment pertinent et admirable. Quand on avait fait ce projet, juste petite remarque, j'y pense là, on s'était dit qu'il y avait beaucoup d'objectifs et beaucoup de choses à faire et que d'expliquer tout ça à tout le monde, ça serait compliqué. On va dire qu'un an et demi après, ce monsieur a réalisé quasi tous les objectifs de ce projet, sans même qu'on s'en rende compte pour certaines choses. C'est même lui qui venait nous dire, bah là j'ai fait ça, ah oui tiens, enfin voilà. Et même on est allé plus loin, et ce qu'on va détailler d'ailleurs, si on prend un peu de recul sur cette prise en charge, ce monsieur était venu en EHPAD, donc vu par lui, sa venue c'était pour accompagner sa femme. Vu par ses enfants, c'était qu'il commençait à présenter des risques de chute à domicile, qu'il en faisait qu'à sa tête, voilà. Donc il le sentait en insécurité chez lui. Donc déjà, il n'y avait pas concordance entre les deux. Quand on l'a rencontré pour le MIC, il en était à une certaine désillusion. Quelle place il avait ici? Il se rendait compte qu'il s'était éloigné de son domicile, de sa famille, de son entreprise et de ses amis. Et en plus de ça, il était venu pour être proche de sa femme qui, elle, avait présenté des gros troubles cognitifs et qui, du coup, le rejetait. Et voilà, il se posait beaucoup de questions. Donc, le MIC a vraiment permis de questionner l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Retourner chez moi, rester, voilà, aidez-moi, accompagnez-moi là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut m'apporter ici si je veux rester? Et aujourd'hui, en fait, ce monsieur, donc, on s'est rendu compte qu'en s'appuyant sur ses valeurs et ses critères à lui pour l'aider à adhérer, je parlais du kiné, on lui aurait donné un kiné homme, il ne l'aurait pas pris parce qu'il y avait trop de rivalité et de comparaison avec un homme, cet ancien chef d'entreprise. Donc ça, on l'a compris à travers le MIC, on lui a plutôt proposé une kiné femme, ça s'est très bien passé, il a travaillé sur ses chutes, il a pu conserver ses rôles amicaux, familiaux et même chef d'entreprise en pouvant continuer à aller voir comment ça se passait, l'entreprise familiale. Et vraiment, on l'a accompagné dans ce qu'il souhaitait faire et ce qu'il pouvait faire. Et on s'est rendu compte, en faisant le point sur son projet, qu'il avait comme objectif de sortir chez lui pour conserver ses liens. Mais en fait, aujourd'hui, il sort chez lui pour faire le tri dans sa vie, en fait. Il est en train de peut-être vendre sa maison, il est en train de trier ses affaires. Et il fait ça dans une limpidité. Voilà. Ça, on n'a rien fait. C'est lui qui le fait tout seul avec sa famille. Voilà. Et voilà, il redevient le maître d'œuvre de sa vie. Ça lui correspond très bien. Alors, si enfin voilà, petit retour sur la pratique des projets selon le cadre Passpart. On se rend compte que c'est une évaluation qui prend du temps. Déjà parce qu'on n'a pas encore digéré tout le concept et qu'à chaque fois on se re-questionne beaucoup. Ce sont des personnes âgées et je pense que là il leur faut du temps. C'est beaucoup d'allers-retours entre le résident, la famille, entre nous pour rédiger, puis on revient vers eux pour leur présenter comment on l'a formulé. Est-ce que ça leur va? Est-ce qu'on modifie? Est-ce qu'on convient des besoins comme ça? Est-ce que les objectifs vous vont? Est-ce qu'ils sont... Voilà. Donc on n'arrête pas en fait. C'est vraiment un gain dans la connaissance de la personne et un gain pour nous, c'est-à-dire que le projet prend du sens aussi. Voilà. Et oui, petite remarque, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que des fois, on rencontre la personne autour du MIC, on n'en a pas encore parlé à l'équipe et on n'en a pas encore discuté ensemble, que déjà la prise en charge change, notre regard change dès ce moment-là, par l'intermédiaire d'une personne, deux personnes, et on se rend compte qu'on fait déjà passer des choses à l'équipe et que des choses se mettent en place sans vraiment les avoir écrites. Alors, il y a des freins à l'appropriation d'une telle démarche. Il y a le frein évidemment conceptuel dont vient de parler Gaël. Il y a aussi tout simplement la croyance que investir là-dedans, ça coûte plus cher que ne rien faire ou de rester avec le modèle qu'on avait avant. Bon, voilà, il y a un frein. Il y a le temps que ça prend, c'est très chronophage, surtout quand on débute. Je pense qu'avec le temps, chaque projet prendra de moins en moins de temps. Voilà, c'est des chronophages qui décroît à mesure de son appropriation.
Et puis on se posait la question au début, je me rappelle, est-ce qu'on doit le faire pour tous les résidents? Ben oui, on doit le faire pour tous les résidents, mais en même temps, on se donne le temps de le faire et on priorise les résidents avec lesquels on va le faire. Il y a une technicité apparente du cadre, je dis bien apparente, parce que finalement, ce n'est que du français, hein. Il n'y a rien de scientifique, et rien de mathématique, c'est que des choses qui sont finalement compréhensibles par tous. Mais on sent que dans l'EHPAD Villa Saint-Jean, ça a pu fonctionner parce qu'il y avait à la base une interdisciplinarité qui préexistait. Il est clair que quand on a des effectifs plus comptés, ça va être un peu plus difficile. On sent bien que l'étape qui nous manque aujourd'hui pour arriver à quelque chose qui soit compris et appliqué par tous, c'est d'avoir des référents de projets personnalisés, des gens qui vont au quotidien faire vivre le projet personnalisé de chaque personne. Et c'est évidemment du côté des aides-soignantes diplômées qu'il faut aller rechercher ce levier-là d'action. Je pense que à moyen long terme, ça restera la construction et l'élaboration de domaine des professionnels paramédicaux type infirmière, ergo, psychologue, psychomote quand on en a, etc. Mais en tout cas, dans la façon de le faire vivre au quotidien, il faut aller vraiment s'appuyer sur les aides-soignantes diplômées. On se rend compte aussi, là, nous, que sur les objectifs spécifiques, hein, on arrive à fonctionner sans trop utiliser d'indicateurs, mais on sent bien que là, ça va falloir en passer par là. Alors, pour que ça fonctionne dans une institution, ça c'est évidemment le domaine un peu des directeurs, hein. Il faut que ce soit, il faut que la gouvernance soit engagée, hein. Ça doit être porté à minima par la direction et le médecin co, sinon ça ne peut pas fonctionner. Il y a un investissement humain, financier au départ, surtout humain en fait, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup de temps et d'énergie dépensée. Mais le retour sur investissement, on commence à le voir au bout de 2 ans, déjà on en sent les bénéfices sur l'ensemble des accompagnements. Ça met en valeur l'interdisciplinarité et donc la recherche de sens qui fait tant défaut et qui est tant recherchée par nos professionnels de santé. Ce que ça a apporté, hein, pour un établissement comme le nôtre, c'est assez magique, hein, au quotidien de constater que certains résidents sont devenus des contributeurs. C'était un peu notre Graal pour nous, hein, si on arrivait à atteindre cela. Et on le constate déjà pour un très grand nombre de résidents qui sont passés par cette étape-là de construction du PPA. Ils prennent un rôle dans l'établissement. Il y a des transversalités également avec les proches aidants. Ça redonne du sens à l'action collective et aussi à l'action de chacun dans l'établissement auprès du résident. C'est la personne qui guide notre action finalement, hein, et c'est plus l'organisation qui guide le résident. Ça, c'est la vue qu'on a depuis l'EHPAD, hein, sur la chaîne du Forez. Hein, c'est pour une conclusion, hein, pour dire que pour nous, ça a toujours été un peu le cas, mais c'est venu renforcer cette idée que accompagner, c'est projeter, non pas dans un regard qui dévisage, c'est-à-dire basé simplement sur une évaluation des incapacités et le constat de ces incapacités, mais dans un regard qui envisage, c'est-à-dire qui vient s'appuyer sur les capacités, les compétences, la capacité de mobilisation de chaque résident. Voilà, et donc on est très imprégné de cela maintenant, et voilà, j'espère au travers d'une intervention comme ça qu'on vous aura un peu donné envie. L'équipe, en tout cas l'équipe projet de l'EHPAD, est très dans l'attente de nouveaux EHPAD qui pourraient venir rejoindre son expérimentation, qui est maintenant complètement opérationnelle. Quand on l'a présenté il y a 2 ans, on faisait un peu de la science-fiction, on parlait de choses qui n'étaient pas encore appliquées sur le terrain. Désormais, c'est le cas, et je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà. Moi, je voudrais finir aussi sur 2 points.
à travers ces projets-là, enfin à travers cette démarche et voilà, ce travail-là, on se rend compte qu'on apporte, qu'arrive en fait un apaisement au niveau des résidents. Alors, je parlerai d'apaisement interne au niveau des résidents et un apaisement externe au niveau des familles et des soignants. Voilà, comme si tout prenait sens, il y avait une cohérence et qu'il y a des choses qui s'apaisent, même dans les liens avec les familles, dans les liens avec les résidents, même l'équipe entre elles. Voilà, il y a la notion d'apaisement. Et je voudrais aussi terminer sur depuis qu'on pratique cette démarche-là, on est pour moi, l'image de l'EHPAD est plus vivante en fait. On s'en rend compte par le retour des familles, des fois, qui nous disent, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai visité cette EHPAD, il y avait quelque chose de vivant et c'est celle-là que je voulais. Ou aussi, on voit des activités qui se mettent en place quand vous parliez de contribution. On a un atelier épluchage de légumes. Voilà, ça a commencé par un atelier épluchage de légumes et maintenant ce sont des résidents, pardon, qui vont aider les cuisinières à éplucher les légumes. Donc, quand les cuisinières ont des légumes à éplucher, elles le mettent sur un tableau et il y a des résidents qui y vont spontanément. Et ça aurait pu choquer à un moment, c'est pas leur rôle, c'est pas eux de le faire. Et maintenant, ça roule, voilà, parce que ça va avec l'image de l'EHPAD que l'on a. Voilà. Merci beaucoup. Au niveau timing, en plus, vraiment, vous êtes parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je voulais juste faire une réflexion. Ce que vous présentez, c'est quelque chose de tellement naturel. On se demande comment ça n'a pas été envisagé avant pour tout le monde, parce que c'est vrai que quand on est en EHPAD, c'est déjà un passage compliqué. On a tellement envie de partir des compétences pour les accompagner tout au long du chemin que c'est vrai qu'on se demande comment c'est quelque chose qui arrive que maintenant. Voilà. Mais moi, ça me paraît tellement naturel qu'on se dit que comment on n'a pas eu entre guillemets de le faire avant. Donc je trouve ça vraiment très intéressant que les gens puissent participer comme ça et se dire qu'ils ont un projet de vie pour la suite, même s'ils sont en EHPAD. Donc voilà, J'imagine que chaque EHPAD a son histoire institutionnelle propre, hein, mais que quand même, de façon générale, l'EHPAD était imprégné de la culture gériatrique. Alors, il faut que cette culture perdure, bien entendu, c'est pas le sujet, hein. On a évidemment besoin de gériatres, hein, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il faut en tout cas que l'habitant, qui est le résident, c'est un habitant et qu'à ce titre, il vient avec son histoire, avec ses projets, avec ses attentes, ses désirs. C'est parfois tellement difficile de les faire s'exprimer, toutes ces choses-là, parce que c'est tellement plus facile de considérer la personne comme une personne dont on doit réparer des symptômes. On peut d'ailleurs encore retomber dans cette facilité, hein. Je veux dire, encore au quotidien, aujourd'hui, il faut parfois se corriger collectivement, pas s'autoflageller, mais en tout cas se corriger fermement et se dire non, c'est pas comme ça qu'on veut travailler. Donc oui, on s'inscrit dans une histoire en fait des EHPAD qui n'est que le début, hein. Je pense que Bruno Fournu nous parlera de ce qui nous attend dans les EHPAD de demain. Évidemment, ce mouvement-là, on n'en est qu'au début. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez activer votre micro. C'est bon, on t'entend. Je me posais la question sur la déclinaison sur le terrain donc, du PPA, puisque bon, sur les 57 résidents, si on part effectivement de l'individuel, concrètement, comment ça se passe si par exemple un résident veut faire du jardinage, un résident veut aller à la piscine, un résident veut aller à la médiathèque, parce qu'effectivement, dans l'absolu, je trouve que le projet est très beau et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il faut partir du résident. Après, de façon très concrète, se pose toujours la question de l'individuel et du collectif, parce qu'effectivement, quand on prend en charge 3-4 résidents sur de l'individuel, ça veut dire que les 48 ou 49 autres, du coup, n'ont rien de proposé.
Voilà, et je voulais savoir concrètement après dans l'établissement comment vous le gériez. Est-ce que ce sont les personnels soignants qui participent aux activités? Est-ce que vous avez recruté des personnels spécifiques? Voilà, comment ça se décline au quotidien? Alors, concernant le jardin, si c'est des personnes qui émettent l'envie ou le besoin de continuer à jardiner, souvent c'est des personnes qui vont devoir être accompagnées au départ, mais on a des personnes qui vont dans le jardin, qui vont seules en fait, qui n'ont pas besoin de nous, qui vont le matin, qui vont arroser en soirée, qui vont voilà. Si vraiment la personne est en capacité de le faire seule et s'approprie le projet, elle va vite nous faire comprendre qu'elle a plus besoin de nous, quoi. Enfin, voilà. Il y a eu un moment 2 personnes qui jardinaient. On s'est rendu compte. En fait, ils viennent nous chercher quand ça dysfonctionne. On est trop. Enfin, l'espace n'est pas assez grand. Je parle du jardin parce que voilà, on a eu des cas où ça commençait à se chamailler dans le jardin. Donc, ils sont venus nous chercher. On n'a plus les capacités de faire. Donc, on a créé 2 petits jardins. Voilà. On a retourné un coin de. Et là, ils ont pu refonctionner ensemble sans nous. Après, si c'est j'essaie de voir par rapport aux projets qui ont été faits, même, enfin, je pense à une personne qui, à un moment, la seule chose qui l'intéressait, c'était le cheval. On l'a accompagné à des séances individuelles d'équithérapie. Là, c'est moi, l'ergothérapeute, du coup, qui l'a accompagné parce que je pouvais me dégager une fois tous les 15 jours sur ce créneau-là. En fait, on a beaucoup de peur comme ça de se dire on va pas avoir le temps, on va pas avoir les moyens, on va pas pouvoir le faire. Mais déjà, j'ai envie de dire, essayons. Et réfléchissons sur comment ça peut se faire, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a les familles, et que des fois, dans les familles, ils peuvent amener, ils peuvent accompagner, enfin voilà. Une autre personne qui est allée faire de la gym dans le village, elle ne pouvait pas y aller seule, ben, la personne qui faisait l'atelier gym dans le village venait la chercher avant, en fait. Voilà. Et l'accompagner à la séance et la ramener après, ça n'a mobilisé personne. En fait, à chaque fois, je pense il peut y avoir des solutions. Et mais voilà, en fait, on est, je pense, un petit peu formaté aussi à se dire on n'aura pas le temps, on n'a pas les moyens, mais en fait, si on réfléchit, pour l'instant, on n'a pas été bloqué par le. Enfin, voilà, j'ai pas souvenir de moments où on a été bloqué dans le projet. Ça peut venir, voilà, mais pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, peut-être, je ne sais pas si vous nous entendez. On t'entend, Ghislaine. Oui, bonjour, bonjour. Alors donc du Québec, on ne pouvait pas passer à côté de dire à Arnaud Gaël, mais aussi à toute l'équipe, bravo pour cette expérimentation. Oui, on parle de quelques années d'investissement, mais on voit bien les résultats. Bravo aussi pour la présentation. Et ce que ça nous dit, c'est qu'à tout âge, on peut s'épanouir, on peut continuer à se réaliser, et quel que soit le milieu de vie et que les moyens sont au rendez-vous maintenant et ils vont continuer à se développer. Hein. C'est pas une fin, c'est plus une étape pour aller plus loin dans ce pouvoir-là qu'on veut redonner aux personnes, quel que soit leur âge, pour qu'elles continuent à faire en sorte que ça fasse du sens, pardon, leur vie, qu'elles puissent continuer à développer des capacités et puis qu'elles puissent vivre des moments de reconnaissance et de satisfaction. Alors oui, c'est inspirant et merci beaucoup et c'est un plaisir de continuer d'accompagner. Bravo. Merci, Ghislaine. Merci. Peut-être aussi ajouter comment c'est important de travailler dans une notion de se prendre en charge plutôt que être prise en charge. Et redonner le pouvoir aux personnes de leur vie dans les activités de la vie quotidienne. Alors, bonne continuité. Merci. Merci à tous les deux. Oui. Pour réaliser ce recueil alors, mon inventaire de compétences, parce que donc apparemment, enfin,
l'entrée en établissement peut, pour certaines personnes, être une rupture, un deuil. Et d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, il est peut-être opportun d'attendre une certaine période avant justement de recueillir ces informations pour le projet personnalisé notamment. Donc, est-ce que vous attendez aussi que la personne qui est entrée soit peut-être un peu plus apaisée avec la situation? C'était ma première question. Excusez-moi, j'en ai deux. Et à quelle fréquence ensuite vous avez peut-être pas eu l'occasion sur ces 2 ans, de réactualiser, de réévaluer le projet qui en ressort, mais voilà, à quelle fréquence ça peut se faire? Est-ce que cette réévaluation est aussi plus lourde qu'elle ne pourrait être habituellement sur un projet personnalisé? Je vous laisse Merci. répondre sur le mic. Alors, le questionnaire, oui, en effet, on ne va pas leur donner le MIC dès qu'ils rentrent. Après, ça se discute, en fait. Il y a des... souvent, on attend un petit peu, en effet, que les gens s'installent, mais il ne faut pas trop non plus attendre parce qu'on peut voir aussi s'installer chez des personnes très vite, voilà, des chutes à répétition, du stress et j'ai un déclin, j'allais dire, mais une évolution qui n'est pas positive et on se dit peut-être qu'on a raté quelque chose. Donc, on n'a pas de règles précises, j'ai envie de dire un peu au feeling, c'est-à-dire quand on sent que la personne a un peu posé les choses et qu'elle est prête à discuter, à réfléchir, à se poser des questions aussi sur elle. On s'est dit aussi que ça pouvait être un outil qu'on peut proposer si c'est des gens qu'on va voir à domicile avant qu'ils rentrent, si c'est des personnes qui peuvent pourquoi pas. Enfin, voilà. Mais très souvent, voilà, on attend un petit peu, on le propose dans le but d'élaborer un projet, de donner du sens, mais on attend un peu, oui. Ouais. Sur la question de la périodicité, on n'a pas fixé de règles, hein, vous avez compris. On n'a pas fixé de règles parce qu'on est un peu trop, on n'est pas très avancé dans l'expérimentation. Il est clair que c'est un outil, le PPA tel qu'on vous l'a présenté, qui, dans le champ du handicap enfant, il est renouvelé tous les ans. Il n'est pas question de ça, en fait. En ce qui nous concerne, il est plutôt question de le renouveler lorsque la situation du résident s'est significativement modifiée, le plus souvent a singulièrement régressé. C'est là qu'il va falloir effectivement s'interroger sur la grille d'objectifs qu'on avait fixée au départ. Il va falloir la réajuster. Là, pour l'instant, dans l'histoire récente de nos PPA, c'est pas encore arrivé. Oui, ou alors on peut se dire, quand les objectifs sont atteints, je pensais au monsieur de tout à l'heure où on disait que les objectifs étaient quasiment atteints, là il a un équilibre, on ne va pas aller le revoir en disant allez, on va se rechercher des projets, on va l'observer et puis on va voir si à un moment on sent qu'il perd son élan vital, j'ai envie de dire. D'autres fois ça peut être, alors c'est rare mais ça arrive, un changement, mais quelqu'un qui va au contraire récupérer en étant à l'EHPAD. Voilà, ça nous arrivait de voir sortir des personnes aussi de l'EHPAD, donc... Voilà, ça peut. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais vous demander où vous en étiez et si vous aviez commencé aussi à intégrer dans ce modèle-là les résidents peut-être un peu plus compliqués pour adhérer. C'est-à-dire, on avait déjà abordé il y a quelque temps les troubles cognitifs ou les personnes dyscommunicantes, notamment d'établir un questionnaire avec des pictogrammes et où la place en fait de l'aidant, quel est l'aidant qui aide à remplir le résident. Je ne sais pas si vous en êtes là ou pas. Oui, on a pu expérimenter ça aussi. Le premier, c'était un neveu, en fait. C'était un monsieur c'était son neveu qui s'en occupait et qui nous a donné des pistes, en tout cas, pour essayer de l'accompagner. Notamment, une des actions qui a été mise en place, c'était ramener un vélo d'appartement de chez lui dans sa chambre pour qu'il puisse faire du sport. Voilà, un exemple. Après, il y avait une épouse aussi qui a participé, qui nous a aidé à mieux prendre en charge une personne avec qui on ne pouvait pas discuter, qui était déambulant. Enfin, voilà, on a essayé. Là, on a eu du mal à trouver des choses à mettre en place pour ce monsieur-là. Et en ce moment, on est vraiment dans un projet où là, donc on a pris exemple sur elle tout à l'heure, où c'est vraiment, enfin, elle nous donne, le projet n'est pas écrit encore, mais on sait ce qu'on va mettre dedans là. Voilà, on attend d'en rediscuter avec elle, mais on va vraiment travailler sur
sur une personne qui était pas très active, qui était plutôt spectateur dans tout ce qu'il faisait. Et donc, depuis qu'on sait ça, on l'intègre à plein d'activités. En tant que, voilà, il vient regarder, il échange avec ceux qui sont là. Il n'est pas toujours adapté, mais il est paisible. On a même remarqué qu'il était mieux installé dans son fauteuil quand il était dans des activités comme ça. Même s'il faisait rien, il était là, il était présent, donc il se redressait dans son fauteuil. Alors que si on le laissait au salon ou dans sa chambre, il finissait par être couché parce qu'il était à moitié couché sur son fauteuil. Donc on se dit quand même que ça porte ce qu'elle nous a apporté comme info. Elle nous a apporté des infos sur son... C'était quelqu'un qui prenait soin de lui. Et donc nous, on a envie de continuer à prendre soin de lui, c'est-à-dire en lui mettant sa petite casquette et lui dire quand on le croise, ça vous va très bien. Et là, il sourit en disant ah oui, enfin voilà, il retrouve son petit côté british. Et ça nous a aussi aidé, voilà, dans leur. En fait, du coup, ça devient un peu le projet de lui et sa compagne, parce que c'est elle qui, du coup, ils étaient très fusionnels. Elle est encore là, elle est présente, et c'est comment on l'intègre dans cette prise en charge. C'est difficile en fait pour des équipes d'intégrer un soignant dans la prise en charge. Oui, c'est pour ça, c'était ma deuxième question. Si je peux. Quand vous dites on, du coup, qui est le on pour amorcer le recueil? Parce que effectivement, est-ce que c'est vous et après vous êtes la porte-parole auprès des équipes? Parce que quelquefois, je pense que c'est aussi certains, enfin nos regards soignants, ça bouscule un peu aussi de laisser l'épouse intervenir, de le voir aussi autrement. Est-ce que du coup vous intégrez déjà un soignant dans le recueil pour entendre la famille ou le résident s'exprimer, ou c'est vous qui faites le premier Alors, moi, je me considère comme soignante aussi, mais en fait, pour l'instant, alors c'est vrai vous avez déjà un a priori positif sur la manière de recevoir en fait que c'est pas l'institution que c'est l'institution qui va se mettre au service du résident et pas à l'inverse. Et je pense que le temps que les pratiques et les regards changent, voilà, c'est pas toujours évident. On n'est pas, on en est à l'étape là où c'est comment faire vivre ce projet le mieux possible dans l'équipe entière, aide-soignante, infirmière, voilà, tout kiné, les intervenants aussi extérieurs. Jusqu'aux agents de service. Jusqu'aux agents de service, exactement, la lingère aussi, les cuisines aussi, voilà. Là, on en est à cette étape où comment on va faire pour vraiment que ce projet vive pour tout le monde. Pour l'instant, on en est à, donc on est quelques personnes formées pour faire passer le MIC. Donc il y a une infirmière, la cadre aussi qui commence à venir faire passer le MIC, moi en tant qu'ergo. Et après, à ce moment-là, en fait, quand je disais notre regard change et notre prise en charge change, on fait partie on assiste aux transmissions. Donc à ce moment-là, on va pas, je pense à cette dame où on n'a pas encore fait part du projet, mais avec ce qu'on a entendu. Ce que j'ai entendu, je vais déjà le faire passer au moment des transmissions. Voilà. Sa femme, c'est quelqu'un qui était très coquet, qui faisait attention à ses vêtements. Voilà, faisons attention pour lui, faisons attention pour elle. Donc il y a des choses qui changent. Voilà, il faudrait peut-être qu'il aille dans les activités parce qu'il aimait être là, il aimait observer. Hop, on se fait passer l'info et on commence à l'installer. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est, c'est centré sur 2-3 personnes qui font passer. Et l'étape suivante, ça sera comment faire vivre ce projet. C'est l'essaimage dont on parlait tout à l'heure qui est nécessaire et qui passera plus précisément par les aides-soignantes. Nous, vraiment, on estime que c'est sur les aides-soignantes que le relais entre ce qui est construit dans le projet et ce qui est déroulé tout au long de la journée dans l'établissement, c'est les aides-soignantes qui vont le porter. D'où peut-être le système justement de référent soignant qui accompagne l'entrée, le mois de l'entrée jusqu'à la post-admission et qui aurait un rôle important pour remplir. Voilà, et donc curieusement, enfin, on l'a déjà fait ça, on a déjà des référents avec chacune son portrait et son nom affiché dans chaque chambre. Donc, mais on n'est pas encore allé dans cette étape de formaliser le rôle du référent projet personnalisé, c'est-à-dire la mise en œuvre au quotidien du projet personnalisé du résident. C'est l'étape qui nous manque. C'est une étape décisive, c'est clair. Si je peux réagir aussi sur ce point du référent. Dans les échanges que j'ai pu avoir, il y avait une crainte. Alors je sais, c'était des échanges effectifs réduits, mais il y avait une crainte justement aussi des soignants d'avoir une responsabilité attachée à cette notion de référent.
Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi, ou justement dans la manière de présenter le rôle du référent, il y a une façon de l'aborder dans un sens d'accompagnement sans responsabilité derrière? Je ne sais pas ce que vous mettez derrière le mot responsabilité, mais non, en tout cas, nous, notre système de référent, même s'il reste rudimentaire, il s'est appliqué sans grande difficulté. Elles sont même demandeuses, je pense, de plus, d'un rôle plus important. Pas simplement... Parce qu'en fait, on se rend compte souvent que c'est il manque telle chose, enfin, c'est un petit lien en fait, ou alors la personne, il pourrait être exploité encore plus, et elles sont demandeuses. Ouais. Voilà. Alors, une dernière question. Alors moi j'ai une petite question concernant la formation des personnes habilitées à faire passer ce MIC. Donc là actuellement il y a quelques personnes qui ont été formées. Vous envisagez donc de former toutes les soignantes ou non? Ce temps de formation, combien de temps cette formation a duré et comment s'est-elle déroulée? C'est une excellente question, d'autant plus que nous ne l'avons pas expérimenté. Voilà. C'est l'étape qui nous attend en fait. C'est-à-dire que là, on était dans une étape de construction, puis en plus dans un contexte qui n'est pas vraiment venu nous aider. Mais bien évidemment, il faut imaginer une formation assez courte, pas trop conceptuelle, mais qui permette de faire comprendre que chacun est un levier d'action du projet personnalisé. Donc, on n'a pas encore imaginé la méthodologie de formation. Et je le redis, là aujourd'hui, nous sommes encore en recherche d'établissements qui seraient intéressés pour simplement juste tester le MIC tel que nous on le teste, parce que on est encore dans une phase expérimentale. Et alors pour faire ça, nous, on peut venir faire une mini formation d'une demi-journée à une équipe réduite de médicaux, paramédicaux et direction, bien sûr. Et on peut, voilà, et on le fera gracieusement. Je veux dire, c'est pas, il y a pas de business là-dedans. C'est vraiment, nous, on pense qu'on a trouvé un outil qui nous semble pertinent. Donc, on veut essayer d'en faire profiter la communauté. C'est la raison de notre intervention ici. Il n'y en a pas d'autre. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là. En tout cas, merci. Les personnes en distanciel vous remercient aussi pour votre présentation et trouvent cette idée très motivante pour la prise en charge en EHPAD. Donc, merci à vous. Merci beaucoup.